Est-ce que vous pourriez nous dire, nous partager un souvenir d'enfance qui vous a marqué? Oui, avec plaisir. Alors, premièrement, juste vous dire qu'il est très rare que je parle comme ça en public de la vie que j'ai menée avec ma maman biologique, ma maman qui s'appelle Jeanne, que j'aime de tout mon cœur. C'est très rare que j'ai l'occasion de partager sur cette partie de ma vie. Et donc, je remercie vraiment l'OCH de m'inviter et me donner l'occasion de partager ça avec vous. Et je me réjouis de ce que l'on va pouvoir aussi échanger, de ce qui vient de vous aussi, de votre expérience. Un souvenir qui m'a vraiment marqué, que je porte toujours avec énormément de tendresse dans mon cœur, c'est le fait que je suis une jeune femme très, 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 très frileuse. Et depuis toute petite, je ne supporte pas le froid. Et avec ma maman, c'est vrai qu'on vivait dans une certaine précarité. Et donc, on n'avait vraiment tellement pas beaucoup de sous qu'il était difficile de chauffer tout l'appartement. Et or, on vivait dans le nord de la France. Je peux vous dire que ça caillait souvent. Et du coup, je n'arrivais pas à pouvoir rentrer dans un lit glacé. C'était impossible pour moi. Et du coup, ma mère prenait le fer à repasser. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas chauffer ma chambre. Donc souvent, elle était vraiment très très froide, et donc le lit était glacial, et donc elle prenait le fer à repasser et elle repassait comme ça entre les draps pour que je puisse me glisser dans des draps chauds. Et bien ça, pour moi, c'est l'amour. Ça, c'est un des souvenirs qui m'est le plus cher et qui est le plus tendre, et qui est vraiment un geste maternel. C'est ces moindres gestes qui peuvent rester imprimés dans nos cœurs. Voilà, ça, c'est un souvenir qui m'est cher. Quel âge vous aviez ? Alors, je crois que ça a duré pas mal d'années. Ah bon? Et oui, donc elle a fait ça depuis que je suis toute petite. Hein. Et c'est vrai que c'est... Et en plus, vous savez, après, ce sont des gestes qui deviennent des rituels. Hein. C'est vraiment des moments qui vous montrent, maman est là et elle prend soin de moi. Donc, chaque fois qu'elle peut le faire par des gestes concrets, c'est ce qui donne consistance à l'amour, quoi. L'amour, c'est pas que des mots, c'est d'abord... comment on le vit dans des gestes, et c'est des petits gestes du quotidien, mais qui nous forment. Dans votre témoignage, dans votre livre notamment, vous dites que votre maman, celle qui vous a donné la vie, donc maman Jeanne, oui. Elle vous aimait à la folie. Et vous dites, elle m'aimait et me malmenait. C'était quoi? Qu'est-ce qui arrivait à maman? C'était quoi, cet amour malmenant? Oui, c'est vrai qu'en fait... j'ai vécu très longtemps fille unique, en tête-à-tête avec ma maman. Et ma maman m'a eue, elle avait 20 ans. Et ma maman avait été élevée à l'assistance publique. Et donc elle avait elle-même eu une enfance assez difficile, avec un vrai déficit d'amour maternel. Je crois que toute ma vie, j'ai vu ma maman finalement chercher l'amour maternel. C'est quelque chose qui vous manque à vie quand vous ne l'avez pas reçu. Et donc, elle m'a eue assez jeune, elle avait 20 ans. Et c'est vrai que je pense que quand je suis née, elle a pu déverser tout l'amour qu'elle avait en elle et toute cette envie de vivre la relation, cette relation tellement inconditionnelle qu'on peut avoir avec son petit bébé. Et donc, quand je dis que c'est à la folie, c'est évidemment, elle avait cette folie qui était là, sous-jacente, et qui n'a fait que peu à peu... peu à peu dévorer tout ce qu'elle était, mais même dans le début de cette relation, ma mère, elle est entière, donc elle vit tout avec excès. Et donc, d'un coup, elle ne vivait plus que par moi, pour moi, et je sais qu'elle passait son temps à compter et à recompter mes doigts de pied, mes doigts de main, pour se rassurer que j'avais tous mes doigts de pied, tous mes doigts de main. Et c'est marrant parce que c'est des choses, encore aujourd'hui, quand je vois ma maman, la première chose qu'elle fait, c'est prendre mes mains et regarder, tes jolis doigts, et combien t'en as, et hop. Donc c'est quand même très drôle de voir qu'il y a des choses comme ça qui perdurent. Et donc, un amour fou, parce que un amour exclusif, un amour qui fait que... moi, je savais lire et écrire à 3 ans, tellement elle s'occupait de moi et qu'elle suivait tout ce que je fais, etc. Donc, ça vous dit à quel point elle a jeté vraiment son dévolu sur moi. Et donc, ça, c'est extraordinaire de recevoir cet amour-là. Et en même temps, peu à peu, la maladie psychique s'est empirée en elle. Et donc, au fur et à mesure que la maladie envahissait son être, elle me malmenait.
Donc ça veut dire que comme son attention était toute dévolue à moi, eh bien quand il y avait des aspects négatifs, c'était aussi sur moi que ça retombait. Donc c'est en cela qu'il y a une espèce d'effet de balancier entre cet amour fou qui reste une nourriture absolument nécessaire. Et moi je sais la chance que j'ai eue d'être née d'une maman qui m'a aimée. Être un bébé qui est aimé par sa maman, mais c'est une nourriture extrême. J'avais été très troublée, il y a de ça quelque chose comme 15 ans ou 20 ans, on avait découvert un orphelinat dans les pays de l'Est où les enfants avaient des biberons, avaient de la nourriture, mais ils n'étaient jamais pris dans les bras, ils n'étaient jamais caressés, ils ne recevaient donc pas de tendresse. Et les enfants restaient rachitiques. Donc en fait, on voit bien que l'être humain se nourrit de la relation, se nourrit de la tendresse. On a besoin de ces gestes d'amour pour pouvoir se développer. C'est pas juste, on n'est pas un ventre. Et donc, c'est pareil. Avec ma maman, j'ai reçu cet amour qui, je pense, a été une base qui m'a donné une solidité. Même si après, il y a eu aussi des difficultés, eh bien, je sais mesurer l'importance de ce que j'ai reçu à ce moment-là. Merci. Alors, avec votre maman, vous avez trouvé refuge dans une famille du Nord, donc vous étiez du Nord de la France. Hein. Ouais. Du Nord de la France. Dans la banlieue lilloise, pour ceux qui connaissent Lille, Roubaix, Tourcoing, Croix, tout ça. Et c'est une famille atypique, manifestement, hein, avec plein d'enfants et plein d'amour, manifestement. Ouais. Et alors, qui avez-vous vécu d'essentiel qui vous a permis d'avancer, de vous relever, peut-être même, en tout cas d'avancer? Oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est que finalement j'ai eu une double enfance. Donc une enfance avec ma maman biologique, donc Jeanne, avec laquelle donc pendant très longtemps j'étais fille unique, en tête à tête avec ma maman, et où peu à peu, eh bien, je voyais ma maman être dévorée par une maladie psychique, psychiatrique, qui faisait que je devenais la maman de ma maman. Et de l'autre côté, effectivement, chaque fois que ma mère était internée, puisque régulièrement on l'internait d'office dans les hôpitaux psychiatriques, eh bien à chaque fois, j'étais confiée à cette famille, qui était une famille, elle aussi complètement atypique, donc cette famille de Croix, donc avec Marie-Thérèse et Michel, qui ont en fait sauvé, aimé, adopté une vingtaine d'enfants venus du monde entier. Et tous ces enfants considérés comme étant des enfants inadoptables, donc les enfants dont personne ne veut, parce qu'ils ont des parcours de vie trop compliqués, trop chaotiques, donc ils souffrent de traumatismes, ils souffrent de handicaps très lourds, trop lourds, souvent un petit peu de tout ça à la fois. Et donc une famille qui finalement, on a des enfants de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les religions, de toutes les langues aussi, et aussi atteints de toute forme de blessures. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que sous un même toit, il y avait comme un concentré du monde, avec tout pour nous séparer, tout pour avoir peur d'aller l'un vers l'autre, parce que tu es tellement différent de moi. Et en plus, je suis déjà tellement blessée. Vous savez, quand on est blessé, eh bien, on a peur. On a peur d'être blessé à nouveau, etc. Un animal blessé, vous ne pouvez pas vous approcher de lui, il a peur. C'est la même chose pour nous. Et c'est quelque chose, moi, qui me marque beaucoup, parce que je pense que nous vivons dans un monde blessé. Nous sommes tous des êtres blessés. Nous avons tous eu des épreuves, des souffrances. Nous avons donc tous des cicatrices. Et donc, eh bien, nous sommes remplis de peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est si difficile d'aller à la rencontre les uns des autres. Or, ce que j'ai pu expérimenter dans cette famille adoptive, c'est que le seul moyen de se relever de nos blessures, c'est justement d'aller à la rencontre de l'autre. C'est par la rencontre qu'on peut véritablement transcender ses blessures et se relever. Et ça ne peut pas se faire autrement. L'être humain est un être sociable. On est fait pour ça. Et à part pour quelques ermites, en règle générale, la solitude, ça ne nous réussit pas, quoi. Donc c'est vraiment... Voilà, j'ai vu un concentré du monde et j'ai vu des parcours de vie ultra blessés qui ont retrouvé la joie parce qu'effectivement, on a réussi à dépasser nos peurs pour essayer de s'entraider. Et là encore, je pense que c'est un signe pour nous tous. Je pense que ce monde peut se relever si effectivement on commence à se serrer les coudes, à essayer de trouver des solutions pour celui qui est à droite, celui qui est à gauche, parce que c'est à ce moment-là qu'on se sauve soi-même, sans même s'en rendre compte. On se sauve soi-même. Si on reste le nez penché sur notre petite histoire, notre petit nombril chacun, et que voilà, on ne s'attache qu'à ça,
eh bien, on ne sera jamais heureux parce qu'il nous manquera toujours quelque chose. On sera toujours frustré que j'ai pas assez de ça, on m'a pas donné assez ça et pas assez d'attention, etc. Donc, il nous manquera toujours quelque chose. Mais dès lors qu'on commence à se pencher sur le sort de l'autre personne qui est en face de soi et qu'on se dit, tiens, comment je peux l'aider ? Eh bien oui, on se décentre de soi et à ce moment-là, on commence vraiment à goûter le bonheur, quoi. Donc c'est ça que j'ai appris dans cette famille adoptive, finalement. Merci. Il y a une autre personne qu'on n'a pas citée depuis le début, mais dont vous parlez dans votre livre, c'est la présence d'un Père céleste. Voilà. Et vous parlez dans votre livre de cette relation que vous avez avec lui. Alors, qui est-il, ce Père céleste ? C'est vrai que je suis une femme de foi. C'est important que je précise, j'ai créé une ONG d'information qui s'appelle le Projet Imagine. Et avec cette ONG, j'essaye de faire passer un message d'amour, tout simplement. Je mets en lumière des hommes et des femmes que j'appelle des héros humbles. Ce sont des hommes et des femmes qui ont véritablement un comportement, une attitude que j'estime être héroïque, parce que c'est souvent une attitude de résistance face à un monde qui nous écrase de performance, de compétitivité. Et donc, eux, ils viennent amener autre chose. Donc, ils sont en mode résistance. Et c'est héroïque, parce qu'évidemment qu'il faut une énergie de fou, qu'on y laisse de la peau, parce que tout combat fait que voilà, ça vous demande des efforts, qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des doutes, on prend des coups, mais ça vaut la peine. Et donc nous découvrons des hommes et des femmes pleins de vie, quoi. Et donc cette ONG, c'est important de se rendre compte qu'elle est complètement aconfessionnelle et apolitique. Parce que j'ai coutume de dire que seul l'amour est divin. Et nous mettons en lumière l'amour. Et quand je vous dis que je suis une femme de foi, c'est vrai que je crois en Dieu. Moi, je suis chrétienne, je suis catholique, donc je ne m'en cache pas. Mais c'est important de bien faire la distinction entre qui je suis moi et puis le projet Imagine qui a sa propre vie et dont le but est vraiment de passer un message universel qui peut nous rassembler tous. Et je crois que l'amour, c'est la seule chose qui peut nous rassembler. Et donc, ce qui est beau, c'est que j'y trouve une totale cohérence, puisque seul l'amour est divin, encore une fois. Et donc, parfois, je vois certains de mes héros qui savent ma foi, qui savent comment je crois en Dieu, et combien ça me porte, combien ça me donne de la force au jour le jour, parce que c'est un combat de chaque jour. Et donc, certains de mes héros sont des gens athées et me disent « Oh, toi et ton Dieu !» Et je leur dis « Toi, tu crois peut-être pas en Dieu, mais qu'est-ce que Dieu croit en toi ?» Et je trouve ça super. Donc oui, j'ai un Père céleste. Et c'est merveilleux parce que j'ai eu une grande grâce, c'est que j'ai vraiment eu la chance de grandir avec lui. Je ne sais pas d'où ça vient, mais aussi loin que mes souvenirs peuvent me porter, eh bien, j'ai toujours eu ce dialogue permanent avec le Père. Et ça m'a véritablement permis de traverser 1001 peurs, 1001 épreuves. Voilà, j'étais pas seule, il était là. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais il était là. Et je sais à quel point ça a été une grâce dans ma vie. Donc j'ai eu cette grâce-là, d'avoir la sensation de sa présence et d'avoir toujours ce dialogue avec le Père. Pour autant, je pense que ce n'était pas comme un sentiment religieux en soi. C'est-à-dire que je n'avais pas une vraie culture, une vraie science de la religion, même de la Trinité. Enfin, tout ça me dépassait un peu. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais en tête-à-tête avec ma maman, c'est une femme fantasque, c'est une artiste, fantasque et aussi mystique. Donc, elle parlait de Dieu. Mais pour autant, je crois qu'elle ne parlait pas forcément du Dieu que je connais. Parce que je crois que la maladie psychique et la maladie psychiatrique faisaient que peu à peu, elle entendait de plus en plus des voix, elle avait donc des paranoïas, une peur comme ça de l'extérieur, l'impression sans arrêt qu'elle était menacée, etc. Et donc, quand on est confronté à ça, eh bien, je pense que c'est assez logique de se réfugier dans des superstitions, dans des explications mystiques de ce qui nous arrive, etc. Donc ça n'a fait qu'accentuer
ce côté-là propre à ma maman. Or, je pense que la foi que j'ai n'a rien à voir avec de la superstition, etc. Et c'est pas pour un aspect prophylactique, c'est pas pour me protéger de telle ou telle menace, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas la même chose. Ça n'empêche que j'ai baigné dans une atmosphère où effectivement le mot Dieu existait. En revanche, dans ma famille biologique, ma maman adoptive est vraiment une femme de Dieu. Pour le coup, c'est une femme de foi et qui, elle, m'a enseigné la Trinité, m'a enseigné à comprendre qui est Jésus, la personne du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que je comprenais tout d'ailleurs, hein. Autant j'avais l'instinct du Père, autant cette histoire de Jésus, du Saint-Esprit, ça me dépassait un peu. Mais il y avait un tel cœur dans tout ce qu'elle me disait, je pouvais sentir ce qui sous-tendait ce qu'elle me disait. Même si je ne comprenais pas tout, il y avait des choses qui passaient en moi et qui venaient s'imprimer en moi. Et au fur et à mesure que dans mon chemin de foi, j'ai pu peu à peu vraiment aller à la rencontre du Christ, à la rencontre du Saint-Esprit, alors je pouvais revenir la voir et lui dire « ça y est, j'ai compris. Et ça, tu me parlais de ça quand j'étais petite, et ben maintenant je sais de quoi tu parles. » Et donc il y a des liens intimes qui se sont créés entre ma maman et moi qui sont extraordinaires, quoi. Et donc je peux vous dire que encore aujourd'hui, chaque fois que j'ai des doutes, que je me sens pas bien, etc., s'il y a un truc qui me rebooste, c'est bien d'appeler ma maman. Et à chaque fois, elle me dit « non mais ma fille, mais si tu savais, mais t'inquiète pas ». Et hop, elle me rappelle tout ce qu'il faut me rappeler pour me redonner des ailes. Et ça va tout de suite bien mieux, quoi. Donc c'est important. Voilà pour mon Père Céleste. J'ai vu, il me semble avoir lu quelque part, je ne sais plus si dans votre livre, où vous parlez d'un cordon ombilical qui vous relie à votre Père Céleste, et on sent dans ce que vous en dites que c'est de cet ordre-là, un cordon ombilical. Et alors Frédéric, un jour vous avez fui, vous avez ouvert la porte, et entre conserver le lien ou couper les ponts, qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la bonne distance, la bonne proximité, d'ailleurs je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser, et comment vous parvenez à dire « maman je l'aime, mais sa maladie je la déteste ». Alors il y a deux aspects. Oui. Ouais, la première sur la première, le moment où je prends mes distances. C'est vrai que j'ai fait allusion au fait que j'ai eu une enfance finalement quand même un peu ballottée, hein, entre deux familles, entre deux réalités très différentes, mais qui sont d'une grande richesse et en même temps pas facile à appréhender. Et donc mine de rien, j'avais des cicatrices. Je pense pendant toute cette enfance, il y a eu beaucoup de moments où j'étais en mode survie. Et donc dans ces moments-là, on ne se pose pas de questions, on fait ce qu'on a à faire, il faut survivre et voilà. Et donc on fait ce qu'on a à faire, on ne se pose pas plus de questions que ça, on ne regarde pas en arrière, on va devant. Et que ce soit dans ma famille adoptive ou dans ma famille biologique, il y avait des épreuves, il y avait des tristesses, il y avait des choses comme ça qui étaient là et qu'il fallait traverser. Et donc j'ai fait face à toutes ces épreuves comme je pouvais, avec mon cœur d'enfant qui grandissait. J'ai grandi vite, j'étais vraiment une petite adulte miniature, hein, donc j'avais pas eu l'occasion d'avoir de la légèreté dans ma vie, pas eu l'occasion vraiment d'être une enfant, pas eu l'occasion d'avoir une certaine légèreté, une insouciance, toutes ces choses-là, je les avais pas vécues. Et en fait, à 15 ans, dès que j'ai pu, je suis partie à Paris pour faire mes études, et c'est à ce moment-là où peu à peu j'ai pris mes distances avec mes deux familles. Sans forcément m'en rendre compte d'ailleurs au début. Et je crois que tout simplement, il était absolument nécessaire pour moi, à un moment, de commencer à essayer de goûter à la vie pour moi, de trouver un chemin au-delà de toutes ces responsabilités qui exigeaient de moi de prendre soin de ma maman, de prendre soin de mes frères et sœurs. Il faut savoir que j'ai aussi 2 sœurs biologiques, c'est-à-dire que ma maman, Jeanne, avec qui j'étais en tête-à-tête pendant longtemps, eh bien, à un moment, a eu 2 autres enfants. Et comme elle était déjà dans un état psychiatrique difficile, c'est moi qui ai vraiment dû m'occuper de ces enfants. Et ça a été
vraiment quelque chose de très douloureux pour moi, parce que de voir des petits bébés totalement sans défense, et donc dont il fallait prendre soin, et qu'il fallait même protéger de ma maman, parce qu'elle avait des crises de plus en plus fortes, de plus en plus régulières, et parfois violentes. Et donc, du coup, je vivais avec une peur, une angoisse de chaque moment, de qu'est-ce qui pourrait arriver à ces enfants. Donc d'un coup, je devenais vraiment... Enfin, j'avais une telle responsabilité. Donc quand vous avez porté à ce point-là des choses tellement graves pendant si longtemps, à un moment, j'ai eu besoin d'ouvrir les écoutilles. Une fois que je les avais mises en sécurité, j'ai mis en sécurité... voilà, à un moment, je suis partie pour moi-même. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, je suis partie quasiment 10 ans. Pendant quasiment 10 ans, j'ai quasiment pas vu mes parents adoptifs, ni mes parents, ni ma maman biologique. Donc vous voyez vraiment un moment où j'ai vraiment fait le vide. Et ça a été une partie de ma vie pas simple, parce que en fait, à ce moment-là, j'ai dû faire face à mes démons. C'est-à-dire qu'en fait, les choses laissent des traces en vous. Et donc, quand vous êtes en mode survie, voilà, vous avancez, puis à un moment, eh bien, les choses finissent par remonter. Et il a fallu que je fasse face aussi à des souvenirs douloureux, à des choses qui n'avaient pas été traitées pour moi, en moi. Et donc j'ai eu aussi un moment dépressif très grave, j'ai fait une tentative de suicide. Donc à un moment, il y a vraiment le noir qui vous envahit, et donc il a fallu que je traverse tout ça. Et quand j'ai finalement réussi à relever la tête de l'eau, et c'est marrant d'ailleurs parce que pendant toute cette période où en fait le noir m'avait envahi, c'était le moment où j'étais dans la lumière des médias. Donc c'est quand même drôle de se rendre compte qu'à la télévision, je paraissais comme ça, toute souriante et tout. Je faisais pas la comédie, parce que je suis quelqu'un qui sourit très facilement, moi. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait une vie intérieure dans laquelle qui était mouvementée. Et donc c'est très drôle de voir les artifices des médias où je donnais certainement l'impression d'être quelqu'un qui avait du succès et pour qui tout allait bien, alors qu'en fait, c'était pas véritablement le cas, quoi. Mais les lumières artificielles sont pas celles qui nourrissent nos cœurs, on est bien d'accord. Et donc voilà, j'ai dû passer toute cette tempête. Et ce qui est merveilleux, c'est que le jour où j'ai décidé de rentrer au bercail, eh bien, ma famille m'a juste ouvert tout grand ses bras, sans poser une seule question, sans m'en vouloir de quoi que ce soit, parce qu'ils ont toujours eu conscience que les enfants qu'ils accueillaient chez eux avaient un parcours de vie pas facile, avait forcément des souffrances, des blessures, et qu'il fallait bien qu'ils fassent leur chemin, quoi. Et c'est là où vous voyez l'amour dans sa gratuité, l'amour dans le don, parce qu'ils n'ont pas adopté tous ces enfants par déficit d'amour d'enfants. C'était qu'il y avait des enfants à sauver, et donc on ne se pose pas de questions, on les prend, on essaye de faire ce qu'on peut pour les sauver, mais c'est pour eux. C'était pas, vous voyez, et donc voilà. Et donc, ce qui est formidable, c'est que d'un coup, les 10 ans, c'était comme si c'était un éclair. On s'est retrouvés et c'était tout de suite le cœur à cœur. Et c'est extraordinaire de voir les fruits de ce moment où je suis rentrée au bercail, parce que c'est ce qui donne naissance au projet Imagine, quoi. Pardon. Et donc, mais peut-être rapidement, la distinction maman, je t'aime. La maladie, oui. Je la déteste. Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que j'ai eu la chance très vite de comprendre, de réussir à distinguer ce qui était de l'ordre de la maladie et de ce qui était vraiment ma maman et sa personnalité. C'est ça qui est terrible, c'est que la maladie mentale, ça vient grignoter tout ce qui est normalement lié à votre identité, à qui vous êtes, comment vous pensez, comment vous vous comportez. Et c'est à la lumière de tout cela que l'on décide qu'une personne est comme ci ou comme ça, etc. Or, j'ai toujours eu le souvenir de qui était ma maman avant que la maladie la grignote. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est simple, parce que en plus j'étais petite, et donc peu à peu je voyais ma maman se transformer. Cette maman qui était tellement aimante, tellement prévenante, tellement dans la tendresse, à vouloir prévenir chacun de mes besoins, et qui peu à peu parfois avait des violences. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que ma maman mentait.
Ça a été un énorme choc pour moi, parce qu'un enfant fait confiance, fait une confiance mais absolue à ses parents. Et donc, d'un coup, de réaliser que ma maman me mentait, ça a été un énorme choc dans la confiance et tout. Et donc, comprendre que, petit à petit, cette maladie transforme ma maman. Et donc, évidemment que vous ne pouvez que haïr cette maladie, puisque la façon dont ça la transforme, c'est loin d'être une transformation bénéfique. Et donc, c'est énormément de souffrance. Vous la voyez souffrir parce qu'elle se démène aussi pour résister à cette maladie. Et en plus, peu à peu, c'est aussi la façon dont la maladie est prise en charge. C'est-à-dire que des traitements, elle a subi tous les pires traitements. Donc non seulement les hospitalisations d'office dans des hôpitaux psychiatriques où on se retrouve quand on est déprimé, etc. Je peux vous dire que ce n'est pas là qu'on va se relever. Et la camisole chimique, elle a eu les électrochocs, vraiment tous les pires traitements. Et donc moi, quand je venais lui rendre visite, il n'était pas rare de la trouver avec un regard tellement vide qu'elle me regardait comme si j'étais invisible. Bah, de voir votre maman qui vous regarde comme si vous n'étiez pas là, je peux vous dire que ça, faut l'emmagasiner. Hein. Et donc, il faut traverser tout ça. Et évidemment que c'est la maladie qu'il faut haïr, mais c'est certainement pas la personne. Et donc trouver des chemins pour que la personne puisse continuer d'être. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est aussi un des défis qu'on a à relever, parce que c'est un défi sur la dignité de la personne, sur aussi, il y a un tel jugement, une telle stigmatisation de la personne qui est atteinte de maladie mentale. C'est bien pire que pour n'importe quel autre type de maladie, bien pire que pour n'importe quel autre type de handicap, parce qu'en plus ça fait peur. Et donc on stigmatise et on finit par discriminer, c'est-à-dire ne pas donner à la personne la possibilité de vivre pleinement sa citoyenneté. Le fait que ça peut être une personne qui amène une richesse à la société. Or, elles ont toujours cette richesse à apporter à la société. Donc, comment on peut changer les critères qui font qu'on estime que la personne est digne de cette société? Je crois qu'il y a un vrai grand chemin à faire pour évoluer dans nos représentations de ce qu'est une personne bien, entre guillemets. Oui. La honte, la peur, la culpabilité, vous avez vécu tout cela. C'est de l'histoire ancienne? Vous êtes-vous réconcilié avec votre histoire? Alors c'est sûr que la honte, la peur, la culpabilité, mais on la prend de plein fouet. Parce qu'en fait, chaque fois que ma maman est humiliée, stigmatisée, maltraitée, mise de côté, eh bien, on a l'impression que c'est soi aussi qui est mis de côté. Et quand on est un enfant, il n'y a pas plus conformiste qu'un enfant. L'enfant veut faire partie du groupe. Et il n'a pas envie de se faire remarquer parce qu'il est différent. Or là, c'est comme si c'était vous-même qui étiez différent. Votre maman est différente, donc vous aussi vous l'êtes. Et donc vous vivez avec l'envie de faire partie du groupe, mais pour pouvoir faire partie du groupe, faut-il prendre ses distances avec sa maman ? Et là, donc, commence la déchirure intérieure, parce que si vous commencez à faire ça, bah, vous culpabilisez, parce que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas prendre vos distances avec votre maman, qui est la personne la plus proche de vous et avec laquelle vous êtes la plus intimement liés. Et donc voilà, c'est un chemin très chaotique où il faut sans arrêt trouver comment on va se positionner, mais quoi qu'il arrive, c'est d'une violence absolue. Ça c'est certain, c'est hyper violent. Et alors, ce que je trouve effectivement merveilleux, c'est que oui, je suis réconciliée avec mon histoire, ça je le sais. Je le sais parce que je ne pourrais pas en parler autrement. Très sincèrement, ce serait trop violent d'en parler si j'étais encore à vif, et ce ne serait pas bien. Et je m'en suis rendu compte justement quand j'ai écrit le livre « La petite fille à la balançoire ». Et c'était pas simple pour moi d'écrire ce livre, je savais pas si j'étais prête, et j'avais dit à l'éditeur, si à n'importe quel moment de l'écriture, à un moment je sens qu'il faut pas que j'y aille, et ben je m'arrêterai là, quoi. Il m'avait dit mais j'ai confiance et tout. Et en fait, au fur et à mesure que je racontais, je me rendais compte que j'étais réconciliée. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est pas juste que je m'en sois sortie, c'est pas juste une histoire de résilience, c'est que c'est aussi grâce à ce que j'ai vécu avec ma maman
que ça porte des fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que cette richesse de pouvoir vivre la fragilité, la vulnérabilité et la différence, eh bien, c'est vrai que si on arrive à la transcender, alors effectivement, ça ouvre nos cœurs encore plus à tout ce qui nous entoure, quoi. Et évidemment que ça ne veut pas dire que c'est oublié ou que c'est guéri. Les cicatrices sont là, ça saigne encore parfois un petit peu, mais c'est plus à vif, hein, mais parce que effectivement, nos vies sont on est parcouru de blessures, d'épreuves, et il reste cette trace en nous qui fait que ce sont des cœurs de chair un peu balafrés qui font qu'on peut véritablement être en communion avec l'autre et aussi sa souffrance, sa blessure. Et vous savez, c'est cette fameuse phrase des petits pots fêlés, quoi, qui laissent passer la lumière. Si on n'est pas un peu fêlé, ça ne le fait pas, quoi. Et alors, j'ai une chose que je voulais partager avec vous qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose de très récent. Je vous l'ai dit, ma maman est artiste. Et malgré tous les mauvais traitements qu'elle a subis pendant toutes ces années, encore aujourd'hui, toutes les nuits, elle fait des centaines de dessins. Il se trouve que ma fille, qui va fêter ses 27 ans dans quelques jours, est artiste. Elle a hérité de ce don, ça a sauté une génération, parce que alors moi, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Et ma fille utilise les dessins de sa grand-mère dans ses propres œuvres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ma fille, quand elle a commencé véritablement à travailler son art, m'a ouvert les yeux sur le talent de ma mère. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, j'ai vu ma mère peindre, etc. Mais moi qui suis historienne de l'art, hein, je n'ai jamais réalisé que ma mère avait du talent. Parce qu'on était dans la survie, etc., et que je ne me posais donc même pas la question. Mais c'est grâce à l'œil, le regard que ma fille a porté sur les dessins de sa grand-mère et la façon dont elle pouvait les revisiter dans ses propres œuvres que j'ai compris que ma mère avait du talent. Et je ne sais pas ce qu'on voit à l'écran là. Donc là, c'est des dessins donc, de ma mère. C'est des dessins très récents là. Et dernièrement, je suis allée voir ma fille. Elle vit à Londres et elle a fait une exposition chez Christie's. Et vous allez voir. Donc ça, c'est des dessins de ma maman. Et alors, je vais juste. Voilà. Alors là, vous voyez ma fille. Et elle était chez Christie's où elle a donc exposé des œuvres. Or, elle a fait un vêtement spécial qu'elle a créé qui, en fait, s'inspire du vêtement qu'on porte quand on fait de l'escrime, mais aussi de la camisole de force. Elle a mêlé les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que de quelque chose qui pourrait être un peu anxiogène, c'est jamais anxiogène avec ma fille, donc qui a ses couleurs vives. Et vous voyez qu'il y a un petit cœur ici, c'est le fameux cœur vaillant qui en fait, était sur tous les costumes d'escrime à l'époque, quand les femmes faisaient de l'escrime, elles avaient ce cœur vaillant. Or, c'est un cœur que ma mère a dessiné. Et donc, elle a cette camisole de force avec les bras attachés, ce qui est assez pas facile à vivre dans sa chair. Et vous avez des longs rubans de soie. Et sur ces rubans de soie, en fait, elle a mis les dates et les signatures de sa grand-mère. C'est-à-dire que quand ma mère fait ses dessins, ils sont tous datés et signés. Et en fait, il y a un côté où, comme si elle faisait un travail assez laborieux, parce qu'elle nous dit toujours, elle nous envoie les dessins en disant, voilà, avec ça, tu vas pouvoir acheter ta maison, etc. Voilà, tu vas pouvoir les revendre pour quelques millions. Elle a vraiment la sensation de nous envoyer une énorme richesse, quoi. Et moi, je pense qu'elle a tout à fait raison. Et donc, elle montre le côté, comment ma mère, de façon laborieuse, c'est-à-dire c'est son travail de chaque jour, eh bien, fait en sorte de garder le lien de la famille et de la nourrir, de lui donner son économie de subsistance, quoi. Je trouve que c'est extraordinaire. Et donc, de se rendre compte qu'il y a une histoire comme ça, générationnelle, qui est en train de faire perdurer l'amour et le sens, là où on pourrait croire que c'est insensé. Et donc, oui, il y a de la folie dans cette histoire, mais je crois qu'il n'y a finalement que de la folie de l'amour. Alors soyons un peu fous. Voilà.
Et puis, il y a ces 10 ans de succès et de galère à la télé, dans le milieu du showbiz, à New York, à Londres, à Paris. 10 ans, vous avez frôlé le néant intérieur aussi dans ce moment-là. Qu'est-ce qui finalement vous a permis, dans l'espérance de faire jaillir le projet Imagine à travers cette expérience étonnante quoi, de la télé, des paillettes? Oui, alors ça c'est toujours fascinant de se rendre compte comme nos chemins peuvent paraître tortueux. Et puis à un moment, le puzzle se met en place et finalement on peut quand même lui trouver du sens. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvée à la télé, c'était quand même vraiment pas du tout, a priori, le chemin qu'on aurait pu imaginer. Moi, encore une fois, je suis une petite fille du quart-monde qui était dans le nord de la France, j'ai aucun réseau. Bon, mais les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvée, effectivement, à faire mes premiers tests sur le tas à New York, comme ça, par une rencontre complètement par hasard, même si je ne crois pas du tout au hasard. Et donc, je me retrouve finalement à accumuler des compétences dans le domaine des médias, ce qui fait que je suis une journaliste, je suis une femme de médias, une femme de l'image. Et effectivement, pendant ce moment-là, je frôle ces moments de désespoir et ce noir qui aurait pu vraiment m'engloutir complètement. C'est là où je réalise souvent, c'est intéressant de se rendre compte que Dieu est plus que la lumière. On peut vivre dans le noir total. Dieu est quand même là. Dieu est plus que la lumière. Et c'est important de le savoir. Parce que quand vous y êtes, c'est pas simple, hein, mais Dieu y est. Il y est allé avec nous. Donc on peut encore se relever avec son aide. Et donc il a donné du sens à tout ça, parce qu'effectivement, le moment où je rentre au bercail, d'un coup, mais ça me frappe. Je me dis, mes parents adoptifs, ce sont des héros de l'ombre, dont personne ne parle, et des héros humbles, parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour la gloire, pour la lumière, c'est pas du tout leur moteur. Et c'est là où je me dis, mais des hommes et des femmes de cette trempe, il y en a tellement. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense, partout dans le monde. Et quand on découvre leur parcours de vie, quand on découvre leurs combats, quand on découvre le résultat de ces combats, c'est-à-dire des vies sauvées, des vies transformées, eh bien on est touché en plein cœur, on est touché dans les tripes, parce que ce sont des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit le meilleur de ce qui nous habite. On voit qu'on est effectivement chacun, chacune, capable de faire des merveilles. Et donc du coup, c'est là où je me dis, mais je peux utiliser ces compétences professionnelles, je peux essayer de faire en sorte que les médias et leur puissance de frappe, leur force d'influence puissent servir des messages d'espérance, non pas de la peur. Je crois qu'aujourd'hui les médias, et bien sûr je fais une généralité, hein, il y a des médias formidables, hein, mais là où on met le plus d'argent, le plus de milliards, etc., les gros moyens, c'est quand même très souvent pour nous montrer de la violence, pour nous montrer de la peur, voilà. Et si on utilise cette puissance de frappe, à contrario, pour diffuser à grande échelle des messages d'espérance, eh bien, on peut complètement changer la donne en termes d'engagement, en termes de mobilisation. Parce qu'on on est à la croisée des chemins, là. Et donc, il va falloir vraiment qu'on soit très nombreux à être très déterminés, à choisir le meilleur et à se battre pour le meilleur. Et c'est tout le paradoxe, c'est que nous rêvons d'un monde de paix, d'un monde de justice. Eh bien, la paix et la justice, ça ne tombe pas tout cru dans le bec naturellement. C'est pas naturel. Il faut se battre pour. Donc, pour la paix, il faut se battre pour avoir la paix. Il faut vraiment mener le combat pour avoir la justice. Et tous ces hommes et ces femmes que j'essaye de mettre en lumière avec le projet Imagine, ces héros, ce Jean Vanier, ce sont des hommes et des femmes qui ont mis toute leur énergie, toute leur espérance dans ce combat pour la justice, pour la paix, pour l'amour. Et finalement, c'est véritablement leur seule véritable arme, c'est celle de l'amour. C'est vraiment l'amour. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ce qui est vraiment ce qui m'émerveille, c'est de voir comment, dans la vie, à un moment, on peut avoir une espèce de switch qui fait qu'on passe d'un truc qui est un peu insensé, et puis qui d'un coup, hop, peut complètement trouver du sens. C'est très étonnant. Et alors justement, Jean Vanier, oui. Jean Vanier, ce long métrage sur Jean Vanier, que la moitié de la salle a vu et que l'autre moitié va bientôt voir. Je trouve ça super. Ça vous a plu? C'est chouette, hein?
Alors, vous pouvez nous dire un mot sur ce film et votre démarche concernant cette grande figure qu'est Jean Vanier? Bon, c'est clair que quand on s'est donné comme but de mettre en lumière des héros humbles, un mec comme Jean Vanier, c'est juste incontournable. Je veux dire, voilà quoi. Là, j'ai coutume de dire, d'ailleurs dans le film, vous avez vu, je dis de lui que c'est même pas un héros, c'est un Mahatma, une grande âme, comme Mahatma Gandhi. Ça veut dire la grande âme. Parce que là, on a affaire vraiment à une stature comme Mère Teresa. Pour moi, il devrait être aussi connu que Mère Teresa, ce qui n'est pas le cas. Alors j'espère vraiment que le film va vraiment faire un grand succès parce qu'il mérite d'être connu comme Mère Teresa. Et donc on a affaire là à des personnalités, c'est toute une vie donnée, c'est des fruits incroyables puisque c'est dans le monde entier aujourd'hui. Et donc l'idée de ce film, et c'est la raison pour laquelle on lui a consacré un long métrage, c'était de non seulement donner l'occasion au grand public de découvrir cet homme incroyable, de découvrir son parcours de vie qui est exceptionnel, et aussi de donner l'occasion à Jean de pouvoir vraiment nous transmettre la philosophie de vie qu'il habite profondément. Quel est le mystère de sa vie? Qu'est-ce qu'il a découvert tout au long de son parcours qui peut nous éclairer, nous, et nous inspirer pour nous aussi aller sur ce chemin? Et donc, je voulais, parce que le message que Jean porte est un message universel, finalement, bien sûr que son œuvre parle du handicap mental, et que c'est par ces fruits-là qu'il nous fait passer son message. Mais pour moi, le message de Jean est un message absolument universel parce que, in fine, il nous parle de notre fragilité, de notre vulnérabilité, qui nous habite tous. Ça fait partie de notre condition humaine. Et donc le défi, c'est comment est-ce qu'on se réconcilie avec cette fragilité dans un monde qui nous demande d'être toujours plus performant, compétitif, où il faut qu'on montre qu'on est le meilleur. Comment on fait ? Alors oui, c'est intéressant de voir qu'en mettant en lumière ces personnes handicapées mentales, qui en fait nous ressemblent, il y a toujours cet effet miroir qui est tellement puissant, eh bien ça nous fait réaliser qu'on est tous en train de porter des masques. Parce qu'elles ne portent pas de masque. Elles sont là, elles sont elles-mêmes. Voilà. Et comme elles ne portent pas de masque, elles nous révèlent le masque que l'on porte. Or ce masque, il est douloureux à porter. Quelle énergie on passe à essayer de nourrir le masque, de le porter, de faire croire qu'on est à la hauteur du masque. Et donc on tremble à l'intérieur à l'idée que peut-être on va découvrir qu'on n'est peut-être pas à la hauteur du masque. Quelle énergie! Et donc, voilà, il nous montre ce chemin. On pourrait peut-être vivre autrement. Il y a peut-être autre chose à goûter et qui est porteur d'une autre joie. Parce que c'est quand même la joie qu'on voit dans ce film. Donc voilà. Et donc du coup, l'idée c'était aussi de faire en sorte que Jean puisse s'exprimer sur tous les sujets les plus brûlants de la planète aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on est allé tourner à Bethléem, à Calcutta, parce que parler des conflits entre les peuples, parler des murs qu'on bâtit pour se séparer, parler de l'interreligion, toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des lieux symboliques très forts pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc voilà, c'était un peu ça le défi du film, et j'espère que ça répond un peu à cette promesse-là, quoi. Il paraît qu'on a des images, on a peut-être la bande-annonce, non? Mais oui, alors pour ceux qui l'ont vu, ça sera un rappel, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça sera pour mettre en appétit. Yes. Alors on va regarder la bande-annonce. Ouais, c'est Florent, hein? C'est Florent. Ouais, Florent, vas-y. Jean Vanier nous a fait découvrir que les handicapés, non seulement ils reçoivent, mais ils donnent. They can teach us a little bit about freedom. Freedom to be myself. L'Arche est le lieu de la transformation pour que les gens découvrent qui ils sont. Jean, je t'aime. If we enter into a relationship with them, they humanize us.
finalement, en vivant avec eux, on a tout gagné. On a gagné une humanité qui peut être heureuse ensemble.